Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Mon invité ce matin, c'est un ancien Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes également président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et président de la Fondation Jean Jaurès. On reviendra évidemment sur tous ces sujets au cours de cette émission, dont les sujets internationaux qui occupent évidemment beaucoup l'actualité. Une petite question sur le fait que vous avez été le dernier Premier ministre de la gauche plurielle. J'explique aux téléspectateurs ce que c'est. C'était l'ensemble des partis de gauche qui s'étaient réunis dans un gouvernement que vous dirigiez sous François Hollande et qui fonctionnait, en tout cas dans sa manière quotidienne. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui d'avoir dirigé un gouvernement où toute la gauche, au fond, fonctionnait derrière un Premier ministre? Pas toute la gauche, puisque les communistes n'étaient pas membres du gouvernement, mais il y avait les écologistes, les radicaux de gauche, puis des personnalités. Bon, je crois toujours à l'union, mais sur la base de la clarté. Ce serait pas possible aujourd'hui, c'est ça ma question. Pas parce qu'il y a des divergences qui sont apparues, et puis il y a eu le choc de 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu LFI? Il y a eu l'effondrement des grands partis de gouvernement, le Parti socialiste et les Républicains. Donc on vit avec cette tripartition depuis quelque temps, qui existe d'ailleurs pas qu'en France, hein, avec une montée des radicalités qui sont aussi bien à gauche qu'à l'extrême droite. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle donne politique et qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire. Donc il y a une nostalgie de cette capacité à construire ensemble, à gouverner ensemble. Lionel Jospin l'avait pratiqué pendant 5 ans avec la gauche plurielle. Il y a une nostalgie, mais ça veut dire aussi faire un inventaire de ce qui n'a pas marché, pourquoi il y a eu un échec, pourquoi le Parti socialiste s'est effondré. Donc c'est ce chantier qui est actuellement en cours, mais c'est un chantier extrêmement difficile. Et on est loin. Vous aviez à négocier en permanence avec les différentes forces de votre gouvernement. Alors on exclut les communistes, ils n'étaient pas dedans. C'était compliqué la quotidienneté d'un Premier ministre de gauche pluriel. C'est toujours compliqué. La responsabilité d'un Premier ministre, quel que soit le contexte politique, c'est une tâche quand même. Vous êtes les mains dans le cambouis tout le temps, ou les mains dans le moteur. Il faut sans cesse dialoguer. Donc moi je vais prendre un exemple. La loi sur la réforme des retraites que j'ai engagée avec Marisol Touraine, ça donnait lieu à une négociation au sein de la majorité avec les composantes non seulement du gouvernement, mais aussi du Parlement, mais aussi avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire que la méthode qui consistait à dialoguer politiquement, c'était aussi une méthode qui consistait à dialoguer avec les organisations syndicales, patronales et de salariés. Et puis finalement, ça a abouti à un vote qui s'est passé dans des bonnes conditions. Et c'était, si j'en crois les commentaires d'aujourd'hui, une bonne réforme et une meilleure réforme de ce qu'on a connu depuis. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre de la gauche plurielle, et notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France est sur ce plateau. On va continuer avec la politique française. Stéphane Vernet, pour commencer avec la mobilisation autour de Marine Le Pen. Oui, tout à fait. Monsieur le Premier ministre, que vous inspire la condamnation de Marine Le Pen en première instance dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National? Elle a été condamnée en première instance. Oui, mais c'est une condamnation. Mais il faut lire les 150 pages du délibéré. Non, j'ai lu des extraits. J'ai discuté avec des personnes qui ont pris le temps de lire page par page. Et c'est quand même quelque chose d'édifiant. C'est-à-dire qu'il y a une fraude caractérisée, organisée, structurée. Et ça, Marine Le Pen veut absolument le faire oublier parce que c'est ce qui est le plus profondément choquant. Donc elle veut se faire passer pour une victime en attaquant les magistrats. Donc je trouve que c'est d'abord une faute grave par rapport à la vérité, mais aussi c'est une faute grave par rapport à l'état de droit et à la séparation des pouvoirs. Donc vous, si vous étiez Premier ministre aujourd'hui, vous n'auriez pas été troublé par le jugement rendu à son encontre? Non. Comme l'a dit François Bayrou. Oui, ça m'a beaucoup interpellé, effectivement. Ça vous a choqué? Ben oui, ça m'a choqué. D'abord, la parole d'un Premier ministre, c'est pas une parole personnelle, ça engage le pays. C'est une parole... Il a quand même précisé à titre personnel. Oui, mais justement, quand on est Premier ministre, on ne parle pas à titre personnel, on n'est pas dans du café du commerce. Donc la parole pèse. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, j'ai fait voter une loi qui renforce le contrôle des pratiques des personnalités politiques, en mettant en place la haute autorité pour la transparence de la vie publique, la création du parquet national financier, un durcissement des lois pour tous ceux qui portent atteinte à la probité et à la dignité, et le détournement de fonds publics par exemple en fait partie, et dont les sanctions sont très sévères. Donc Marine Le Pen a subi une sanction très sévère, plus sévère que c'était le cas dans le passé, mais pour des raisons évidentes de justice.
ce train de mesures qui ont été mises en place à cette époque, elles ont été mises en place après l'affaire Cahuzac. Absolument. L'affaire Cahuzac, c'était un vrai choc, un scandale. Moi, je l'ai vécu douloureusement, qu'un ministre ait pratiqué ça et des comptes à l'étranger et surtout menti devant la représentation nationale. Donc c'était une faute extrêmement grave. L'opinion était révoltée, à juste titre, et demandait des sanctions, demandait que ça bouge, que ça change. Donc avec François Hollande, nous avons pris la question à bras-le-corps et dans toutes les mesures, toutes les réformes que j'ai évoquées, nous les avons mises en œuvre. Et aujourd'hui, elles portent leurs fruits. Alors, Marine Le Pen dit qu'il y a l'exécution provisoire de sa peine concernant l'inéligibilité. Mais vous savez, elle n'est pas la seule. J'ai regardé, l'année dernière, sur une année, il y a eu à peu près une dizaine d'élus qui ont été condamnés dans les mêmes conditions. Donc il n'y a pas une spécificité Le Pen. C'est la loi, tout simplement, qui s'applique. Ça veut dire que si vous étiez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, député à nouveau, vous ne voteriez pas la proposition de loi que veut déposer Éric Ciotti pour supprimer l'exécution provisoire en cas d'inéligibilité prononcée? Évidemment non. Ça, c'est une manœuvre politicienne. Encore une fois, les 4 millions de détournements de fonds publics, c'est tellement énorme que, évidemment, ceux qui sont les responsables de ça veulent faire oublier ça aux Français. Parce que même s'il n'y a pas d'inéligibilité, quelqu'un qui va se présenter en étant condamné pour détournement de fonds publics, de 4 millions de fonds publics à la présidence de la République. C'est la plus haute fonction de la République. Ça doit faire réfléchir quand même. Et comment est-ce que vous voyez le procès politique et médiatique qui a été immédiatement fait à la justice et aux magistrats dès la communication du jugement? Est-ce que pour vous c'est le symptôme d'un affaiblissement majeur de notre démocratie ou c'est juste une péripétie que la République a déjà surmontera très vite? Non, c'est pas qu'une péripétie, c'est plus profond que ça. Parce qu'en fait, il y a un courant dans ce sens qui n'existe pas qu'en France, qui existe dans toute l'Europe et aux États-Unis, vous le voyez avec Donald Trump, qui consiste à condamner la justice, mettre le doute, le soupçon sur les magistrats, sur leur indépendance, et mettre en cause, au fond, l'état de droit. Et c'est vrai en Hongrie, en Europe, et c'est vrai aux États-Unis, il y a des attaques qui sont faites contre les magistrats et contre les juges. Mais si vous voulez, il y a eu aussi ce discours de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, qui est une attaque en règle contre la démocratie européenne et la séparation des pouvoirs. Et donc, Marine Le Pen s'inscrit là-dedans. Et il y a quelque chose pour moi qui a été très frappant, c'est que Marine Le Pen est condamnée, sévèrement condamnée, et qui la soutient immédiatement? Le Premier ministre hongrois, le président des États-Unis, Poutine, le champion de la démocratie, et puis Donald Trump et Bolsonaro du Brésil. Et un peu François Bayrou. Oui, mais François Bayrou est peur de s'inscrire à la Donald Trump qui demande la libération de Marine Le Pen, alors qu'elle est jusqu'à preuve. On va passer, c'est Jean-Marc Ayrault. Non, mais on en rit, mais en fait, c'est extrêmement grave parce que je pense qu'aujourd'hui, la démocratie telle que nous la connaissons, elle est menacée. Juste une dernière chose très vite, il y a eu des manifestations qui ont été organisées, alors de soutien à Marine Le Pen à Paris dimanche, mais il y avait aussi une contre-manifestation place de la République. Oui, j'ai vu ça. Pourquoi est-ce que le Parti socialiste ne s'y est pas associé? Est-ce que le PS a eu raison? Je ne sais pas s'il a eu raison, en tout cas, pas venir à cette raison. Ce qui est sûr, c'est que les socialistes, avec l'ensemble de la gauche et les organisations syndicales et de nombreuses associations, sont présentes le 12 avril pour la défense de la démocratie. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Après, moi, j'ai été choqué par la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. C'était encore plus grave que ce qu'avait dit François Bayrou, parce que lui, il disait, c'est pas à la justice de condamner un élu à la non-éligibilité, c'est au peuple par des référendums révocatoires. Je crois qu'il a perdu l'occasion de se taire, mais surtout, c'est le fond de sa pensée, et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui est notre invité dans Face au territoire ce matin en direct sur TV5 Monde. On va passer à l'Ukraine. Quel est l'avenir pour ce pays, Stéphane Vernet? Oui, alors maintenant on est en pleine période où les péripéties, les frasques de Donald Trump font oublier tout le reste. On ne parle plus de l'Ukraine alors que le conflit se poursuit. Est-ce qu'on peut encore espérer un cessez-le-feu entre les Ukrainiens et les Russes? Et est-ce qu'on peut espérer une paix durable qui ne se fasse pas au détriment des Ukrainiens? C'est ça la question centrale, la question principale, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a un agresseur et un agressé, parce que Donald Trump, par ses propos, crée une ambiguïté. On le met sur un pied d'égalité. Il va même jusqu'à dire que le président ukrainien fait preuve de mauvaise volonté, et il l'a démontré par cette mise en scène dans son bureau, le bureau ovale, où il a humilié le président ukrainien en ironisant sur sa tenue, mais aussi en voulant le faire plier, comme une espèce de chef mafieux qui le pousse, qui le bouscule, et qui lui fait peur pour qu'il craque. Mais c'est l'intérêt du pays qui est en cause. C'est la nation ukrainienne qui doit être préservée et qui a été agressée par la Russie, par Poutine, qui rêve d'empire dans la tradition des tsars et du stalinisme. Je crois qu'effectivement, c'est vital pour l'Ukraine, mais c'est aussi vital pour l'Europe. Donc je pense qu'il ne faut pas céder. Et
un cessez-le-feu pour aller vers un traité de paix, ça veut dire préserver l'intégrité de l'Ukraine, ça veut dire préserver sa capacité à continuer à se défendre, ça veut dire préserver son modèle politique, et ça c'est la base d'un compromis. Vous qui connaissez bien Vladimir Poutine, vous l'avez côtoyé. Bien, vous le connaissez, vous l'avez côtoyé. Vous savez à peu près à qui on a affaire. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a été habile à bien négocier avant, pendant et encore aujourd'hui avec le président russe? Il y a toujours cette espèce d'illusion, je crois, qu'on va par une relation personnelle que ça va finir par s'arranger. Alors que moi, mon expérience d'ancien Premier ministre, c'est que Poutine a une vraie stratégie de façon complètement rationnelle, brutale, mais qu'il déroule dans le temps avec une patience et une détermination inouïe, c'est-à-dire avec une dictature, avec aussi le sacrifice humain de centaines de milliers de soldats, tant pis pour eux, et pour arriver à ses fins. Et il y a ça qui est le plus inquiétant. Et donc si on ne comprend pas ça, alors on n'avance pas. Et vous confirmez qu'il a commencé à développer cette stratégie quand vous étiez au pouvoir, 2013-2014 ? Oui, absolument. La une de Ouest France. Stéphane Bernet. Oui, aujourd'hui, Ouest France vous dit tout sur la déclaration d'impôt 2025, en fait, ce qui change dans la déclaration de cette année. Jean-Marc Ayrault, une expérience que vous avez vécue. Vous êtes allé dans la datcha de Vladimir Poutine, sa datcha personnelle, privée. C'était en 2013, je crois que vous étiez... C'est sans doute l'État russe qui paye. Premier ministre, oui. Est-ce qu'elle est... aussi plaqué or que la Maison-Blanche de Donald Trump? Non, pas du tout impressionnant. C'était à 40 km de Moscou, à l'occasion d'une visite que je faisais à Moscou pour rencontrer mon homologue de l'époque, Premier ministre Medvedev. Et il y avait dans mon programme la visite au président Poutine avec un ordre du jour. Et cette datcha n'avait rien d'impressionnant, mais par contre, l'échange a été plutôt brutal, puisque très vite, dans la discussion, Vladimir Poutine avait un seul sujet qui l'intéressait, c'était l'Ukraine, qui n'était pas à l'ordre du jour. 2013. Non, c'était pas du tout prévu à l'ordre du jour, mais en fait, dans les jours qui suivaient, avait lieu une réunion entre l'Union européenne et l'Ukraine pour signer un accord de coopération. Et là, très très brutalement, Poutine m'a dit, ça ne sera pas signé, parce que c'est une attaque contre la Russie, ce qui n'avait rien à voir, mais c'était ce qu'il disait et ce qu'il pensait. Et l'accord n'a pas été signé puisque le président russe a renoncé à la signature. Il y a eu les mouvements de Maïdan avec beaucoup de blessés, de morts pour résister et interpeller le gouvernement pour que cet accord soit signé. Puis finalement, le président de l'époque, Yanukovych, est parti en Russie, s'est réfugié en Russie, puis un autre l'a remplacé et l'accord a été signé en 2014. Mais il a été signé aussitôt après, il y a eu l'invasion de la Crimée. Et puis après, il y a eu le soutien aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Et après, il y a eu les accords de Minsk avec la négociation dans le cadre de ce qu'on a appelé le format Normandie. J'y ai participé ensuite comme ministre des Affaires étrangères. Et je voyais bien que Poutine voulait gagner du temps. Et en fait, il avait, depuis 2013, décidé qu'un jour, il rentrerait en Ukraine pour prendre ce pays, le rattacher à ce qu'il était dans le passé de l'Union soviétique. Et donc, il y a une logique implacable et il faut en être conscient. Que vous aviez vu depuis 2013. Donc, Jean-Marc Ayrault est notre invité ce matin en ce qui concerne les taxes douanières. Cette nuit, Donald Trump a décrété une pause de 90 jours pour l'Europe et la plupart des pays, à l'exception de la Chine, qui reste, elle, taxée à 125%. 10% pour l'Europe, c'est toujours beaucoup, notamment pour certaines filières. On va retrouver Jean-Pierre Dorian à Bordeaux, qui est directeur des rédactions du groupe Sud-Ouest, qui a une question à vous poser à ce sujet. Jean-Pierre Dorian. Bonjour Jean-Marc Ayrault, bonjour Cyril, bonjour à toutes et tous. On voit les bourses un peu partout dans le monde accuser le coup, voire dévisser. Jusque dans son propre camp, les prises de position de Donald Trump commencent à faire réagir et à créer des dissensions. Et il est également question du prochain départ d'Elon Musk de son actuelle mission qui consistait à réformer l'administration américaine. Sans parler de la stratégie pour imposer la paix entre Russie et Ukraine, qui ne semble pas vraiment fonctionner. Même si l'on sait le président des États-Unis capable d'une obstination sans limite et sans faire dans l'auto-persuasion vue de nos contrées, jusqu'où pensez-vous qu'il soit capable d'aller et surtout, le croyez-vous capable d'entendre raison et de faire machine arrière sur un certain nombre de points? On ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Et c'est d'ailleurs une des données du problème, c'est-à-dire l'imprévisibilité de Donald Trump.
On ne sait pas du tout. Ça peut aller dans tous les sens. Et ça crée d'ailleurs un climat de grande angoisse, de grande incertitude. Et donc, on voyait les bourses qui font du yo-yo, mais ça peut durer longtemps. Mais ça peut déboucher aussi sur une crise. Une crise financière, une crise économique, des pertes d'emplois considérables. Donc, pour les filières, par exemple, vinicoles, là, on parle de Sud-Ouest, évidemment, et Cognac, oui, la Charente, bien entendu, c'est une catastrophe absolue. Mais c'est une catastrophe générale, de toute façon. Donc, ça veut dire qu'il faut faire preuve de grand sang-froid, de grande lucidité. Et pour l'Europe, il y a une carte à jouer, qui a commencé à être jouée, qu'il faut jouer de façon définie, déterminée, et dans la durée, pas dire, oh, lâche, soulagement, on arrête tout, on laisse tomber. Non, 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 il faut persévérer dans notre riposte à Donald Trump. Et puis, il faut persévérer aussi dans un nouveau modèle européen qu'il faut rendre plus autonome pour qu'on puisse se défendre dans la durée. La une de Sud-Ouest, notre partenaire, qui diffuse d'ailleurs cette émission sur sa chaîne TNT localement, TV7. Et puis le Cahier Éco aussi, un supplément tous les jeudis matins. Donc ça tombe bien ce matin, qui a été lancé par Michael Bourguignon et Jean-Pierre Dorian, que vous venez de voir à l'écran. Et c'est Cahier Éco saumon à l'intérieur du journal Sud-Ouest. Voilà, on part à Marseille, Jean-Marc Ayrault. On va retrouver Olivier Biscaye, qui est directeur de la rédaction de La Provence, qui a une question à vous poser. On l'écoute. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Face aux nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump, chacun des citoyens n'a-t-il pas un rôle à jouer en boycottant les produits américains, par exemple? Oh bah, y a des gens qui ont commencé à le faire sans qu'il y ait de mot d'ordre qui soit donné. Est-ce que vous buvez toujours du Coca-Cola, Jean-Marc Ayrault? Non, il y a longtemps que j'en ai pas bu d'ailleurs. Alors c'est peut-être pas le moment de reprendre. Mais sans toute blague mise à part, vous avez vu le mouvement concernant Tesla. La voiture sûr. Tesla, les ventes s'effondrent. Quand les voitures sont pas rayées. Donc spontanément, il y a un réflexe citoyen et je pense que ça peut prendre de l'ampleur. Il y a même des gens qui s'organisent pour ça. Mais je pense que ça ne suffit pas. Mais c'est révélateur de l'inquiétude, c'est révélateur aussi de la colère de beaucoup de gens à l'égard de ce qui est en train de se passer. Non seulement vous avez parlé de la guerre en Ukraine, maintenant c'est la guerre commerciale. Et avec la Chine, mais la Chine, les conséquences d'augmentation des droits de douane en Chine vont avoir des conséquences aussi pour nous. Parce que les Chinois qui doivent exporter vont moins exporter aux États-Unis, ils vont chercher d'autres marchés. Donc il y a déjà l'Europe, mais je pense qu'ils vont... pour le consommateur américain. Donc le défi européen reste d'actualité sur toute la ligne et dans la durée. Donc il va falloir se réorganiser. Et j'espère qu'on sera capable de le faire, qu'il y aura un vrai sursaut et que les politiques qui vont s'engager ne se fassent pas au coup par coup, mais dans la durée et la cohérence. La une de La Provence, notre partenaire qui nous diffuse sur son site, laprovence.fr. On la voit à l'antenne actuellement. C'est une locale sur les riverains. On part à Lille maintenant, c'est le principe de cette émission. On va retrouver nos confrères de WEO. WEO, c'est la chaîne TNT des Hauts-de-France qui appartient au groupe de la Voix du Nord. Et c'est Guillaume Desplanques. Bonjour Guillaume, depuis Lille. Jean-Marc Ayrault, bonjour. La cote de confiance du Premier ministre est au plus bas, à 17%, à peine 3 mois après son arrivée. D'ailleurs, François Bayrou n'est plus très loin de votre propre record. C'était en 2014. Comment expliquez-vous ce désaveu pour François Bayrou? C'est compliqué, la situation générale est difficile de toute façon. Et ça ne rend pas populaire les gens qui sont au pouvoir, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République. Et puis il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous aviez un record, vous, en 2014, c'était 16%. Oui, c'était une période difficile, je le reconnais tout à fait. C'est compliqué de gouverner contre l'opinion, entre guillemets, du moment, conjoncturellement. C'est conjoncturel, ça peut aussi remonter. Quand vous n'avez pas les résultats que vous espériez, il y a un décrochage de l'opinion. C'est évident. Donc aujourd'hui, c'est un peu le cas. Et pour François Bayrou, je pense qu'il y a un manque de lisibilité sur ce qu'il veut faire, en fait. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire. On a l'impression qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. D'ailleurs, il suffit de regarder l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a quasiment même dans rien. Son bloc, on dit ça. Édouard Philippe a un peu pointé ça. Voilà, donc il y a ça. Et puis... il y a eu des loupés. Par exemple, l'idée que j'ai trouvée bonne, là pour le coup de François Bayrou, c'était la relance du dialogue social à partir du dossier de la réforme des retraites. Ce qu'il a appelé lui-même le conclave. Mais il a, dans le même temps où il organisait ce conclave, il a lui-même rabaissé l'ambition avec une lettre, avec des déclarations qui a créé de la confusion et qui fait que certains partenaires sociaux sont déjà partis. Je pense que c'est regrettable. Donc ça participe sans doute au désarroi et à l'incertitude, et notamment avec les conséquences sur les sondages d'opinion. La une de la Voix du Nord, notre partenaire est du Courrier Picard, d'ailleurs, en même temps que vous voyez à l'antenne. Et puis, toujours principe de cette émission, nous partons à Nice, en duplex, où Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin, une question à vous poser. On écoute Denis Caro.
Bonjour Jean-Marc Ayrault. Fin janvier, le Sénat a voulu supprimer les avantages accordés aux anciens présidents de la République et Premier ministre, une mesure qui a été balayée par la suite par la commission mixte paritaire. Vous qui faites partie des anciens premiers ministres les plus économes, est-ce que vous estimez qu'il faut supprimer ces avantages qui représentent un coût de près de 3 millions d'euros ? Je sais que ça choque les Français, hein, je sais que ça choque l'opinion, donc en même temps, il faut relativiser, c'est pas exorbitant. Moi, on n'a pas de retraite quand on est Premier ministre. Moi, j'ai ma retraite de parlementaire, mais les gens imaginent qu'on reçoit de l'argent de l'État, on ne reçoit rien. C'est une aide matérielle, donc il y a la possibilité d'avoir un secrétariat, moi j'y fais pas appel. Il y a la possibilité d'avoir une voiture avec chauffeur, et j'en fais usage de façon régulière. Et puis, vous conduisez vous-même ? Ça m'arrive de conduire, oui, souvent. Je ne vais pas en week-end ou en vacances avec mon chauffeur. Hein. Je pars avec ma voiture personnelle ou mon camping-car. Vous n'avez pas une Tesla par hasard, une petite question Non. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pour la Tesla. Et si on pouvait continuer à boycotter, ça serait une très bonne chose. La une de Nice Matin, Denis Caro à Nice. Là, vous la voyez pendant que je vous parle. Et puis on part, enfin, à Grenoble, où Frédéric Ailly, qui est rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, a une question à vous poser. C'est un des partenaires du groupe, c'est un des journaux, des quotidiens du groupe EBRA, notre partenaire, Frédéric Ailly. Bonjour Monsieur Jean-Marc Ayrault, j'aimerais vous faire réagir à la petite phrase qu'avait prononcée Édouard Philippe. Non, tout ne remonte pas à Matignon, seulement les emmerdes. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai. Toutes les bonnes choses ne remontent pas à Matignon, en fait. Tout ce qui marche... L'enfer de Matignon, non, ça avait été théorisé, ça. J'ai jamais repris cette expression, parce que je trouve que d'abord, c'est une belle mission, c'est une belle responsabilité. On est au cœur de l'État, en fait, du fonctionnement de l'État. Donc, c'est un rôle important. Mais c'est un rôle exigeant, parce qu'effectivement, c'est une tension de tous les instants. L'agenda d'un Premier ministre, il n'y a pas de week-end. Les soirées peuvent être préparées et puis finalement tout est bousculé par un événement qui se produit. Donc ça, on le sait, donc on l'accepte. Par contre, ce qui marche bien dans le pays, effectivement, Édouard Philippe avait raison, remonte pas, parce que quand ça marche bien, on n'a pas besoin d'aller interpeller le Premier ministre. Mais par contre, donc, tout le bénéfice est au président de la République dans ces cas-là quand ça marche bien. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Et mis au crédit du Premier ministre. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le pays, il y a des choses qui marchent. Et dans les territoires, j'ai été maire 23 ans à Nantes, 12 ans à Saint-Herblain, je connais bien la réalité des territoires et je peux vous dire qu'il se fait des choses formidables, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes et dans les territoires ruraux, avec un engagement des citoyens assez extraordinaire. Vous plaidez des convaincus, hein, et donc, oui, face au territoire. Je sais que je parle à des convaincus, mais ça, j'aimerais qu'on le mette davantage en avant. Et le rôle d'un Premier ministre, c'est aussi d'aller voir ce qui marche dans le pays. Et si on peut le faire souvent, c'est une bonne chose. On retourne à Grenoble, où Frédéric Ailly a une autre question à vous poser. Frédéric Ailly. Que pensez-vous du retour de François Hollande à l'Assemblée nationale en tant que député ? Et quel rôle, selon vous, doit-il jouer aujourd'hui et surtout demain ? Il a une expérience, François Hollande. Hein, donc, mais vous êtes critique vis-à-vis de son nouveau statut, d'être à la fois député, de se positionner un petit peu pour la présidentielle, d'être derrière l'élection du premier secrétaire, et il voudrait plutôt promouvoir un concurrent de l'actuel premier secrétaire, Olivier Faure, qui était d'ailleurs votre secrétaire général de groupe. Oui, moi je serais plus à distance. Voilà. J'ai plus à distance. D'ailleurs, vous voyez que je m'exprime très peu dans les médias pour commenter l'actualité politique. Et on vous remercie d'être ce matin notre invité. Mais là, on prend un peu de temps, donc c'est tout à fait agréable et intéressant. Mais par contre, effectivement, quand on a été en fonction, c'est une vraie question. Vous lui parlez encore à François Hollande ? Oui, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Il y a une quinzaine de jours, nous avons discuté pendant 1 heure ensemble autour d'un café, et c'est toujours passionnant. Et vous vous sentez prêt pour la suite ? Ça, je ne sais pas, parce qu'il ne le dit pas vraiment. Hein. Il est, comme il dit lui-même, disponible pour aider. Effectivement, aider, c'est une bonne chose. Vous aussi, vous êtes disponible pour aider ? Absolument, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, je le fais différemment, puisque je suis engagé dans des fondations. Et on va en parler. Fondation Jean Jaurès, Fondation pour la mémoire de l'esclavage. J'ai des engagements locaux également à l'École d'architecture de Nantes, comme président du conseil d'administration. Je suis dans une fondation allemande. Donc, on peut faire différemment. Je pense que c'est pas forcément bon d'avoir la nostalgie de retour. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ça n'a pas l'air d'être la sienne. La une du Dauphiné Libéré, à des quotidiens du groupe EBRA, donc notre partenaire, de face au territoire que vous voyez à l'antenne. Merci Stéphane Vernet. Dans un instant, Floréal Hernandez, le rédacteur en chef de 20 minutes, est sur ce plateau. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et président de la Fondation Jean Jaurès, qui est notre invité en direct ce matin. Floréal Hernandez, on retourne à la politique française. Bonjour Cyril, bonjour Jean-Marc Ayrault. Vous êtes plutôt Anne Hidalgo ou Benoît Payan ? Je vous parle pas de choisir votre maire de ville préférée, mais l'une
est contre la modification du scrutin électoral pour Paris-Lyon-Marseille. PLM, hein, la loi PLM. L'autre y est plutôt favorable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alors, certains d'aucuns disent tripatouillage électoral à un an des municipales. C'est vrai que ça, quand on change les règles du jeu très peu de temps avant l'élection, il y a une interrogation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a l'enjeu? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu tactique? C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Donc, bon, je pense que le mode de scrutin, dans son principe, est le même à Marseille qu'à Paris, mais il y a sans doute des situations locales différentes. Donc, vous voyez, quand on rentre dans le détail, on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ça me gêne vraiment que cette loi soit à l'ordre du jour en ce moment. Est-ce que ça ne va pas perdre un petit peu les électeurs et les électrices, puisque là, il faudrait voter pour les conseillers d'arrondissement, pour les conseillers municipaux, et à Lyon, on rajoute une couche, les conseillers métropolitains. Donc ça veut dire 3 votes dans une même journée. Est-ce qu'on ne va pas perdre les... C'est pour ça que je dis que ça me gêne, parce que changer les règles du jeu, les rendre plus compliquées encore, soit disant que c'est plus simple, mais ça sera encore plus compliqué, c'est gênant parce que ça peut perturber les électeurs. Il ne faut pas faire pression sur le scrutin. Il y a tellement d'autres questions à débattre. Et donc, moi, je considère que c'est une erreur d'avoir fait ça. C'est pas fini d'ailleurs, parce que le texte doit passer au Sénat, et il semble qu'au Sénat, les sénateurs, majoritairement parlant, soient plutôt réticents à cette modification. Après, à l'Assemblée, il y a quand même eu une alliance surprenante entre des députés LFI, Rassemblement National ou macronistes qui ont voté en faveur de ce... Oui, c'est pour ça que je vous dis que ça fait magouille. Est-ce que la France, vous qui voyagez, vous êtes un ancien Premier ministre, vous parlez très bien l'allemand en plus, je crois couramment, est-ce que vous percevez qu'elle a été déclassée aux yeux des partenaires de la France? Oui. Est-ce que vous trouvez que globalement, depuis que vous n'êtes plus aux commandes, depuis 2013, est-ce que vous avez constaté un glissement plutôt sur la mauvaise pente ou pas? C'est plus nuancé que ça, parce que on a tendance à parfois en rajouter sur ce plan. Il y a un point sur lequel on est regardé de façon un peu étrange, c'est notre situation financière, c'est-à-dire la dette. La dette. Ça, je pense que c'est un autre point. On est moins crédible quand on parle. Notre parole pèse moins. C'était le cas vis-à-vis notamment en Allemagne, où c'est pas vraiment compris qu'on fait une sorte de fuite en avant, parce que la dette a toujours augmenté depuis très longtemps. Si je remonte dans l'histoire récente depuis François Mitterrand, mais elle était très basse, elle est remontée. Mais elle a fait une accélération depuis Emmanuel Macron, depuis 2017. Ça, c'est impressionnant. Je regardais encore les chiffres ce matin. Et puis les déficits. Moi, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2012, j'ai eu à redresser les finances publiques du pays. Et je l'ai fait. Déficit de la sécurité sociale qui a été ramené presque à zéro. Le déficit public qui est passé de 5,2, on est descendu. On s'acheminait juste après mon départ vers les 3%. Donc il y a eu des efforts de fait, sans que pour autant on dégrade le modèle français. Donc c'est possible. Là, on est face à ces difficultés. Donc ça nous affaiblit. Par contre, les capacités de la France, le rayonnement de la France, l'influence politique de la France, on le voit en ce moment. Les Jeux Olympiques, la cathédrale, c'est Notre-Dame, une réussite tout formidable. ça a permis de aussi corriger cette la réussite de nos territoires, le modèle. La France est un pays attractif, et notamment sur le plan du tourisme. Alors on a nos points faibles que j'ai évoqués. Il y en a d'autres. On devrait investir davantage dans l'enseignement supérieur et la recherche. On devrait davantage investir dans notre système éducatif qui est en difficulté. Donc on a nos points faibles. Mais quand je vois les débats sur la scène internationale, la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, etc., le fait que la France ait une dissuasion, que nous soyons très offensifs au sein de l'Union européenne, ça c'est plutôt quelque chose qui est un atout pour la France et qui pèse dans notre sens. Là on parle de l'image de la France, parlons de l'image de Nantes. Vous êtes ancien maire, il y a quelques années, on parlait de Nantisiens avec tous les Parisiens qui venaient à Nantes, qui étaient attirés. Aujourd'hui on parle de délinquance à Nantes. Est-ce que vous, en tant qu'ancien maire, en tant que Nantais, vous avez l'impression que l'image de la ville s'est dégradée? Il y a des difficultés qui ne sont pas spécifiques à Nantes, mais qui sont réelles. Il y a une dégradation au niveau de la sécurité, et surtout liée au développement du narcotrafic, ce qui est une vraie plaie nationale. Donc la loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, c'est une bonne chose. Il faut se donner les moyens de réagir. La ville de Nantes, dirigée par Johanna Rolland, fait le maximum en lien avec l'État, qui joue aussi son rôle avec le préfet et la police nationale de façon assez efficace. Donc les choses s'améliorent en matière de sécurité, mais on n'est pas encore au bout du compte. Mais quand je regarde le classement de Nantes en matière d'insécurité, c'est pas du tout une ville qui est en tête.
Il y a des villes comme Grenoble, par exemple, sont nettement devant, ou Lille, ou d'autres. Et donc, mais ça, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut toujours être mobilisé sur cette question de la sécurité. Parfois, on dit le sentiment de sécurité. Mais même si c'est un sentiment, il faut s'en occuper. C'est une vraie question. C'est une question, j'allais dire, civique et démocratique. Et vous êtes optimiste pour Johanna Rolland, pour un 3e mandat à Nantes au municipal? Elle a réussi, elle a même renforcé son autorité. Donc je crois que ça se présente dans de bonnes conditions. Maintenant, après, il y a la question des alliances. Et j'ai, moi, gouverné la ville de Nantes dans une union très large avec les socialistes, les écologistes, les communistes, les radicaux, des personnalités, les associations. Elle l'a fait aussi, mais la question, elle est posée à ses partenaires. Est-ce qu'ils sont prêts à repartir? Je souhaite qu'ils le fassent, mais c'est à eux de répondre. Merci Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission Face au territoire. Merci beaucoup. On part à Fort-de-France, en Martinique, où Cyril Boutier, le directeur éditorial, a une question à vous poser, Cyril. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Vous êtes également le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. À Paris, un mémorial a été annoncé par le président de la République il y a plusieurs années. Le projet a plusieurs fois été repoussé. Il est aujourd'hui annoncé pour 2026. Avez-vous davantage d'informations sur la mise en place de ce lieu de mémoire ? Un site a été trouvé en accord avec la ville de Paris et l'État, et ça c'est une bonne chose. Il y a eu des atermoiements, c'est assez regrettable. Le ministère de la Culture a failli se retirer, donc les choses ont été remises dans les bons rails, parce qu'il y a une impatience. La France se doit de se doter d'un mémorial à la mémoire des victimes de l'esclavage. Et c'est pas normal que nous n'en ayons pas. Il y en a un à Nantes que j'ai réalisé, mais c'est à Paris, la capitale, qu'il doit y en exister un autre. En Guadeloupe, il y a le Mémorial Acte, qui avait été lancé par Victorin Hurel, qui est une très belle réalisation, mais la capitale doit se doter de ce monument, de ce lieu de recueillement et de rassemblement. Plus généralement, cette Fondation pour la mémoire de l'esclavage vous prend beaucoup de votre temps, vous y êtes très engagé? Je suis très engagé. Pourquoi est-ce que j'ai été sollicité pour présider cette fondation? Il y a un anniversaire qui arrive là. Je vais vous en dire un mot dans un instant. J'ai été sollicité en raison du travail de mémoire qui a été fait à Nantes. Que Nantes avait regardé ailleurs et n'avait pas voulu regarder son passé en face de ports négriers, de ports du commerce triangulaire, d'enrichissement de la ville avec le trafic des esclaves. Ça aurait pu être fait à Bordeaux aussi. Et Bordeaux l'a fait plus tard, mais Nantes a été précurseur. Et ce travail, ça s'est traduit par la réalisation du musée d'histoire de Nantes, par le mémorial dont je viens de vous parler, et puis beaucoup d'autres initiatives. Beaucoup de travail avec les écoles, les collèges, les lycées, du travail de recherche, des expositions, et qui a donné d'ailleurs à Nantes un rayonnement international, non seulement dans les Caraïbes et dans l'océan Indien, mais aussi en Afrique, aux États-Unis et en Amérique en général. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc cette fondation pour la mémoire de l'esclavage a organisé un rendez-vous la semaine prochaine. C'est très important. C'est le 17 avril aux Archives nationales à Pierrefitte. Nous allons rappeler il y a 200 ans, le roi Charles X avait signé une ordonnance pour imposer une dette à Haïti pour le prix de son indépendance. C'était plus qu'une taxe, car ce pauvre pays et ces paysans qui ont payé cette dette jusque dans les années 1950 n'avaient pas les moyens de rembourser la dette. Donc pour rembourser cette dette, ils ont emprunté à des banques françaises. Donc jusque dans les années 1950, ce petit pays, ce pauvre pays qui avait conquis son indépendance et vaincu l'esclavage, eh bien on lui a fait payer cette dette. Donc moi j'attends que le 17 avril, la semaine prochaine, qu'il y ait une parole officielle de la France et du président de la République pour reconnaître cette responsabilité et réparer une injustice, qui est aussi une injustice mémorielle. C'est très important, quand on s'inscrit dans l'avenir, de regarder son passé pour mieux comprendre. C'est ce qui manque au débat actuel, selon vous? Oui, parce qu'un peuple qui n'a pas de nation, un peuple qui n'a pas de mémoire est un pays faible, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ce qui a été occulté, ce qui a été enfoui revient. Et quand ça revient, ça peut revenir par la mauvaise porte ou par la mauvaise fenêtre. Et s'agissant de la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la colonisation et de ses souffrances, on le voit dans la relation avec l'Algérie, quand on ne fait pas le travail de mémoire, un jour c'est par la voie communautariste, par la voie identitaire que les choses reviennent. Alors que l'enjeu, c'est quoi? C'est la cohésion d'une nation. C'est sa force collective. Et ça passe par une vérité et ça passe aussi par la justice, y compris dans la relation avec les anciennes colonies. Le pays colonisateur a là une vraie responsabilité. Et je pense que dans notre relation avec nos anciennes colonies, ça joue un rôle. Est-ce que vous avez un levier avec cette fondation pour agir? Je prends l'exemple du quartier La Négresse, par exemple, à Biarritz, que finalement, il n'est plus question de débaptiser. Est-ce que, par exemple,
La Fondation peut intervenir devant des tribunaux, peut se porter partie civile. Comment ça se passe concrètement, en dehors d'organiser un anniversaire mais très légitimement c'est pas qu'un anniversaire. On a produit une note officielle de la Fondation sur cette histoire, qui est quand même une histoire méconnue. Parce que l'histoire d'Haïti, c'est aussi l'histoire de la Révolution française. Parce qu'en 1791, Toussaint Louverture se révolte pour demander l'abolition de l'esclavage, qu'ils vont obtenir en battant les armées de Napoléon, alors que la France avait voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est de 1794, c'est l'abolition de l'esclavage par la France, où la France met enfin ses idéaux avez des moyens coercitifs, en accord avec son engagement. Est-ce que vous pouvez les mettre en place? Je veux dire que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a organisé des conseils consultatifs. Et notamment, nous avons un conseil des territoires, dont Bordeaux fait partie. Et je peux vous dire qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui se passent à Bordeaux, pas seulement au niveau de la municipalité, mais au niveau de la vie associative et des problèmes tels que ceux que vous réglez, ce sont les Bordelais qui le règlent eux-mêmes, étant partenaires de la Fondation. On n'a pas besoin d'ester en justice pour ça. La une de France Antilles et de France Guyane, nos partenaires d'en face au territoire, les voici à l'antenne. Merci Floréal Hernandez. Dans un instant, c'est Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, qui est sur ce plateau. Bonjour Demet Korkmaz, nous sommes avec Jean-Marc Ayrault, l'ex-premier ministre, qui est notre invité en direct ce matin. Oui, vous avez précédemment parlé du chaos provoqué par Donald Trump. Est-ce qu'on peut lui reconnaître tout de même d'avoir réussi l'exploit, d'avoir ressoudé peut-être les relations franco-allemandes? Je ne sais pas si c'est vraiment son œuvre, et c'était sûrement pas son intention. Mais ce qui est sûr, j'étais en Allemagne le 18 et 19 mars dernier, et j'ai été extrêmement frappé par l'évolution du climat politique et de l'accélération de la prise de conscience qu'il faut bouger, qu'un modèle ancien disparu. Ce modèle, surtout pour l'Allemagne, c'était un modèle avec une énergie pas chère, venant de Russie. Vous avez été dans le passé très critique d'ailleurs vis-à-vis de l'Allemagne. Oui, mais parce que je m'inquiétais de ce qui était en train de se passer. Deuxième modèle qui s'est effondré, c'est l'export. Alors, ce n'est pas dire que l'Allemagne ne va plus exporter, mais enfin, c'était l'export vers la Chine, vers les États-Unis, et puis le parapluie militaire américain. Et ça, il y a eu brutalement, avec l'élection de Donald Trump, ses déclarations, ses initiatives... Qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis? Quel a été le point de bascule? Est-ce que c'est le discours, par exemple, politique de J.D. Vance à Munich, ou est-ce que c'est l'aspect économique, en fait, les droits de douane? C'est un tout qui a fait prendre conscience. C'est le portefeuille qui en a pris un coup, ou c'est la politique? L'ensemble. Et pour compléter la question, est-ce que ce sont les dirigeants qui ont pris fortement conscience, ou est-ce que c'est le peuple allemand, ou est-ce que c'est je pense que les Allemands sont très très inquiets. Bon, il y a la guerre en Ukraine qui pèse lourd, qui menace pas seulement l'Ukraine mais aussi le reste de l'Europe. Donc se défendre, se protéger, ça les Allemands ont pris conscience. Avec le chancelier Olaf Scholz, il y avait eu ce fameux discours qu'il avait appelé le Zeitenwende, le tournant historique. Et puis maintenant, il faut agir, il faut investir. Et puis, je pense que le discours de J.D. Vance, le vice-président américain, à Munich, avec une attaque en règle contre la démocratie européenne, a fait bouger les lignes. Et notamment avec un message de J.D. Vance qui disait il faut soutenir l'AfD, le parti d'extrême droite. Donc c'était une attaque, non seulement la démocratie européenne en général, mais contre la démocratie allemande. Et donc ça, je pense que les Allemands sont très très attachés à leur démocratie. C'est leur patriotisme constitutionnel, comme ils disent eux-mêmes. Donc là, les choses ont bougé très très vite. Un accord de coalition vient d'être signé entre le parti majoritaire, enfin le parti de CDU et les sociodémocrates, et qui comprend un changement des règles du jeu concernant la dette, le fameux frein à la dette, qui va permettre d'investir dans la défense. C'est une révolution copernicienne pour les Allemands. Absolument, c'est vraiment incroyable. Et donc moi, je pense que ce qui va se passer maintenant, c'est un renforcement de la relation franco-allemande. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rencontré le futur chancelier Merz. Et ils sont d'accord, et je pense que ça c'est tout à fait réconfortant, qu'il faut relancer la relation franco-allemande et également la carte européenne. Avec la Pologne ? Avec la Pologne, il y a ce qu'on appelle le triangle de Weimar. Je suis dans une fondation allemande, Genshagen, qui fait partie de ce triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne. Et la Pologne est prête aussi à jouer le jeu. Là aussi, il y a eu une prise de conscience. Les choses ont bougé très très vite. Eux, ils étaient sous le parapluie américain encore plus
que les Allemands. Et là, ils viennent de comprendre qu'il y a un monde qui vient de changer parce que Donald Trump a été très très clair. Mais néanmoins, vis-à-vis de ces tarifs douaniers, on a vu d'abord la Commission européenne qui a tenté de démontrer une solidité des rapports européens, de la solidarité européenne. Mais derrière, en coulisses, quand même, on sentait certains pays, et notamment la Pologne, l'Italie. Giorgia Meloni va bientôt se rendre à Washington. Est-ce que cette solidarité est de façade ou est-ce que réellement la prise de conscience va amener les uns et les autres à se serrer les coudes? Ah ben c'est le vrai enjeu, il est là. Alors simplement, il y a quand même une sécurité qui existe, c'est que tout ce qui concerne la politique commerciale de l'Europe, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Ce n'est pas chaque État qui peut négocier des accords de douane, par exemple, des tarifs douaniers. Ça, c'est pas possible. C'est l'Union européenne qui a le mandat de tous les pays, juridiquement parlant, et donc ça, c'est une force. Nous avons une autre force qui est l'euro. Alors, quand je pense aux détracteurs de l'euro, il y a quelques années, heureusement que nous avons l'euro et on voit l'importance en ce moment. Donc, il y a des atouts. À un moment, nous avons aussi nos faiblesses. Et nos faiblesses, c'est le besoin d'une politique industrielle beaucoup plus soutenue. Je prends par exemple notre faiblesse en matière de numérique, de technologie. Vous voyez, un exemple concret. Eutelsat, ça existe. Mais Starlink de Musk, souvent obtient les marchés ici ou là parce que Eutelsat, qui pourrait faire la même chose, n'a pas suffisamment de soutien d'investissement. Là, je lisais hier un article sur Eutelsat qui disait qu'il manquait 4 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est que 4 milliards d'euros pour l'Europe pour relancer Eutelsat et finalement faire en sorte de ne plus dépendre de Starlink de Musk? La Commission européenne, pour le moment, compte beaucoup plus sur les investisseurs privés que réellement de mobiliser des capitaux publics. Il y a eu un exemple qui va dans le bon sens, c'est après la crise du Covid, vous vous souvenez qu'il y avait eu ce grand plan de relance et qui est financé par un emprunt commun. Et ça, pourquoi pas ne pas reprendre cette formule? Pour l'instant, ce n'est pas encore mûr, mais quand on voit à quelle vitesse les choses bougent en Allemagne, moi je suis assez confiant pour l'avenir. Une petite question. Mais il ne faut vraiment pas baisser la garde. Ce n'est pas parce que Donald Trump a reculé qu'il faut soi-même au contraire, reculer. Il faut consolider notre autonomie stratégique. Et notre autonomie stratégique n'est pas que militaire, elle est aussi industrielle, technologique. Elle est aussi de défendre un modèle qui est un modèle social, qui est un modèle culturel et qui est un modèle environnemental. Une petite question sur Ursula von der Leyen, qui est souvent très décriée, la commissaire européenne. Est-ce que vous considérez qu'elle fait grosso modo bien son job, vous? Oui, je pense. Simplement, certains lui reprochent... Vous entendez ces critiques permanentes? Oui, le principal reproche que j'entends, c'est qu'elle joue un peu perso. Le collectif de la Commission ne fonctionne pas autant qu'il devrait fonctionner. Et ça, c'est un point un peu préoccupant. Et puis, il faut qu'elle dialogue avec les dirigeants, davantage avec les dirigeants des pays qui sont membres. Et là, je pense que ça va changer. Avec la nouvelle coalition allemande, avec le relance du dialogue franco-allemand, je pense que ça va bouger. Vous dire, elle va y être contrainte, c'est ça? Je le pense. Oui, mais parce que c'est une nécessité vitale pour notre avenir, pour notre destin commun. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un certain nombre de signaux positifs et encourageants. J'espère que ça s'inscrira dans la durée. Jean-Marc Ayrault, revenons un peu sur les tarifs douaniers. Est-ce que vous pensez que la France doit changer sa position vis-à-vis du traité Mercosur? Alors là, vous posez une vraie question. Enfin, vous avez posé que des vraies questions, excusez-moi, madame. Il faut diversifier nos alliances, en fait. Il faut les diversifier sur le plan politique, géostratégique, dans ce monde incertain. La guerre en Ukraine, on en a parlé, etc. Et il faut le faire aussi sur le plan économique et commercial. Il faut se rapprocher de la Chine, par exemple. Aujourd'hui, comment on doit considérer la Chine? Avec la Chine, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que la Chine va essayer de redéployer ses marchés. Donc tout ce qu'elle ne pourra plus vendre aux États-Unis, elle va essayer de le vendre ailleurs, et notamment en Europe. Donc il faudra faire très très attention à défendre nos intérêts. Mais est-ce que la Chine doit devenir un partenaire? Il y a un sujet qui est central, ou sur lequel la Chine d'ailleurs agit, qui est celui du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. La Chine a investi des masses de moyens
pour relever ce défi. Il y a beaucoup de retard encore en Chine, mais c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher ça aux Chinois, alors qu'on pourrait le reprocher aux Américains de Trump, et non pas de Biden qui avait lui aussi lancé un programme. Donc l'Europe veut être en pointe en la matière, et là, le réchauffement climatique, c'est pas derrière nous, c'est devant nous, il faut agir. Et donc chercher les partenaires. Par contre, protéger aussi nos intérêts, et quand il le faudra, dire avec la Chine, c'est non. Parlons maintenant diplomatie. Emmanuel Macron était en Égypte, il a beaucoup divisé la classe politique. Le président plaide pour une reconnaissance d'un État palestinien d'ici le mois de juin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la question palestinienne, elle est toujours là et qu'elle a été mise de côté et que c'est une erreur fondamentale. Et qu'on ne réglera jamais la question de la paix au Proche-Orient si on ne remet pas à l'agenda la question d'un État bonne palestinien. initiative du président de la République. Mais quel État palestinien? Quel État palestinien? C'est un État palestinien qui, évidemment, n'a rien à voir avec le Hamas, qui, lui, ne défend pas les intérêts des Palestiniens. Vous avez vu les manifestations à Gaza. C'est un mouvement terroriste qu'on a vu le 7 octobre, le drame terrible que ça représente. Et puis après, la réponse de Netanyahou, qui est d'une brutalité inouïe et qui aboutit à un massacre à Gaza. Donc c'est sans issue, sans parler de ce qui se passe en Cisjordanie. Donc est-ce que c'est sérieux aujourd'hui de parler de reconnaissance d'un État palestinien en l'état? Alors, il faut que l'autorité palestinienne... Est-ce que c'est de la communication? Non, je pense que la question... Moi, j'ai essayé, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, de prendre une initiative en organisant une conférence à Paris. Conférence pour la relance du processus de paix israélo-palestinien, où il y avait tous les pays de la région, alors sauf Israël et les Palestiniens qui n'avaient pas été conviés, mais en accord avec eux. Et puis, il y avait les États-Unis, il y avait la Russie, il y avait l'Union européenne, il y avait le secrétaire général des Nations Unies. Il y avait une conférence qui a mis sur la table cette question. Mais je sentais bien une certaine mollesse, y compris des pays arabes, en disant « bon, on dit oui pour la forme ». Et en fait, après, il y a eu les accords d'Abraham, où les Palestiniens ont été laissés de côté. Donc, vous voyez le résultat de tout ça. Et donc, la question palestinienne, elle est entière. Alors, l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, elle dysfonctionne. Il faut qu'elle se réforme, il faut qu'elle trouve de nouvelles têtes, de nouveaux leaders. Et ça, c'est devant nous. Et c'est aussi la responsabilité des Palestiniens. Mais il faut que la communauté internationale, ou ce qu'il en reste, se disent qu'il n'y aura jamais de paix dans cette région si on ne répare pas une injustice et si on n'assure pas à la fois la sécurité d'Israël et la création d'un État palestinien. Il y a aujourd'hui un blocus total sur l'aspect humanitaire. Comment il faut dialoguer avec Benyamin Netanyahou? Il faut créer un rapport de force parce que, alors évidemment, aujourd'hui c'est plus compliqué parce que... Avec les États-Unis? Oui, mais c'est toujours parfois une question de rapport de force, la politique. Et les pays arabes peuvent jouer un rôle très positif dans cette circonstance. L'Arabie saoudite, avec toutes les limites évidemment que ça représente, peut jouer un rôle. L'Égypte est en train de le montrer aussi. Dire non à la solution Trump pour Gaza, qui est un scandale de déportation de population, d'en faire une riviera, etc. Il faut reconstruire Gaza, il faut y mettre l'autorité palestinienne, exclure le Hamas, enfin tout ça c'est devant nous. Et puis cette perspective historique qui est en train de redonner un espoir aux Palestiniens. Jean-Marc Ayrault, les relations de la France avec l'Afrique ont beaucoup évolué depuis 2013, depuis que vous étiez Premier ministre, puis ministre des Affaires étrangères. Je vous rappelle, vous avez occupé les deux postes. Qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique aujourd'hui? Je pense qu'il faut parler avec tous les États africains, les gouvernements. Alors, il y a cette situation aussi où il y a eu des coups d'État, donc c'est complexe. Vous êtes entendu en Afrique, vous savez que c'est... Je sais, il y a le Mali, le Niger, le Burkina Faso, où il y a des situations qui ne sont pas acceptables et que l'Union africaine a condamnées. Mais il faut reprendre le dialogue et la coopération sur des bases nouvelles et qui soient des bases d'égalité et de respect. Je ne dis pas que la France n'a pas respecté les pays africains, mais il y a quand même un malaise. La France-Afrique, c'est derrière nous depuis quand même longtemps, mais je pense qu'on est... C'est réellement derrière nous? On est pratique, en tout cas, les pays, les différents, par exemple. Je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas, et c'est dommage. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans une nouvelle logique qui est post-décolonisation. Il y a eu la période coloniale, il y a eu la période de la décolonisation, maintenant on est rendu dans une autre période et il faut construire sur de nouvelles bases. Et des bases d'égalité et de solidarité, mais en même temps de vraie solidarité. Vous voyez le défi du réchauffement climatique dont je parlais il y a quelques instants, l'Afrique y est confrontée, elle a besoin d'être reconnue comme ambitieuse en la matière, mais elle a besoin aussi d'être aidée et c'est aussi notre responsabilité. Et vous savez, la déclaration que j'attends du président de la République sur Haïti va être écoutée aussi en Afrique. D'ailleurs, justement, à propos, pardonnez-moi
Pardonnez-moi, justement, à propos de ce 17 avril, de ce bicentenaire, la réparation mémorielle, elle passe aussi par une réparation économique, par exemple. Oui. Est-ce que la France, aujourd'hui, a une dette vis-à-vis d'Haïti? La France a une dette morale vis-à-vis d'Haïti, ça c'est Mais évident. économique. Il faut réparer une injustice et rétablir la vérité. Cette déclaration politique peut amorcer quelque chose. J'ai rencontré le président intérimaire Leslie Voltaire lorsqu'il est venu à Paris après sa visite au président de la République, et il attend cet acte, qui sera un premier acte. Après, il faudra construire. La question de réparation, de toute façon, elle est posée à l'échelle mondiale, par les Nations Unies, par l'Union africaine, par les pays des Caraïbes, et je pense que de toute façon, on ne la mettra pas de côté. Alors, il faudra la traduire en actes concrets. C'est pas toujours très simple à faire, mais vous voyez, on parlait du réchauffement climatique. Est-ce que cette réparation de l'histoire ne serait pas aussi que l'ensemble des nations les plus développées se pose enfin la question comment on peut aider les pays du Sud et en particulier l'Afrique à passer ce cap? Jean-Marc Ayrault, de Matignon ou du Quai d'Orsay, qu'est-ce que vous avez préféré comme fonction? J'ai aimé les deux, parce que Matignon, c'est beaucoup plus écrasant et épuisant, parce que vous êtes mobilisé dans tous les instants, et tout ce qui passe dans le pays sous l'angle des crises, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vous remonte. Et puis, il faut régler des tas de problèmes du quotidien, etc. Donc, et faire de la politique. Et de la politique. J'allais dire, le ministère des Affaires étrangères, dans la corbeille. Tandis qu'au ministère des Affaires étrangères, on doit s'élever un peu plus. On est moins dans le marigot politique local, national. Et c'est plus agréable. Et ça, après une expérience à Matignon, ça allège un peu l'esprit. Mais par contre, ça ne vous l'allège pas l'emploi du temps, parce que le ministère des Affaires étrangères, on fait plusieurs fois le tour du monde. Mais c'est passionnant. J'ai rencontré des gens formidables. Et puis surtout, j'ai rencontré, aussi bien à Matignon qu'au Quai d'Orsay, des fonctionnaires d'un niveau extraordinaire qui aiment la France. est bien dotée. Oui, et qui aiment leur pays, qui sont fiers de leur pays. Ah oui, en tout cas, je peux en témoigner. Et les relations personnelles qu'on développe avec les autres chefs de gouvernement ou les autres ministres des Affaires étrangères, elles comptent dans la diplomatie. Je vous pose cette question parce que quand on voit un président américain qui dit les pays qui nous lèchent le cul, enfin qui parle, pardon pour les téléspectateurs, qui parle de cette manière-là, ça doit vous choquer, vous qui avez pratiqué des relations diplomatiques normales. C'est pas un langage diplomatique, mais c'est surtout révélateur d'une conception des rapports. C'est des rapports de force. Ça compte les rapports personnels, sympathiques? Oui, alors... Vous parliez allemand, par exemple, ça comptait? Mais ça compte toujours beaucoup. C'est sûr que ça vous facilite les choses. Non pas pour participer à une réunion où il y a des interprètes pour éviter de se tromper sur un mot ou un détail, mais dans la relation personnelle, c'est vrai que de parler la langue de l'autre, et moi je regrette beaucoup que l'allemand soit moins enseigné en France et que le français soit moins enseigné en Allemagne. Parce que même si beaucoup parlent anglais, dans des réunions, un Français et un Allemand qui parlent anglais, je trouve que ça serait mieux de parler chacun dans sa langue. Et donc ça, c'est le plus qu'on peut apporter dans la compréhension mutuelle, dans la relation de confiance qu'on peut créer, parce que les rapports humains, même à l'échelle internationale, comme à l'échelle personnelle, familiale, et on y arrive ou locale, ça avec compte un quand Vladimir Poutine dans sa datcha en 2013, quand il vous reçoit chez lui. Vous arriviez à percer la personnalité? C'est très difficile. C'est très difficile. Je vais vous raconter une anecdote. Très vite. J'ai posé la question à Poutine, est-ce que vous vous souvenez qu'on s'est déjà rencontrés lorsque je l'ai vu dans sa datcha? Il me dit oui, mais quand? C'était quand il était simple conseiller relations internationales du maire de Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg, où j'étais allé comme maire de Nantes pour organiser un festival culturel à Nantes. Et là, j'ai senti qu'il n'avait pas pris du tout, il n'avait pas du tout accroché. Je ne suis même pas sûr que ça lui avait fait plaisir que je rappelle ce passé. Donc, il ne se rappelait pas de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre de la France. Il n'a peut-être pas envie qu'on reparle de ça. Absolument. Merci Jean-Marc Ayrault d'avoir été notre invité pendant 1 heure dans Face au territoire sur TV5 Monde avec l'ensemble de la presse quotidienne régionale. Merci Démette Korkmaz. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, à la même heure, à la même adresse sur TV5 Monde. Au revoir à tous.